Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons continuer cette série de podcasts sur les conséquences géopolitiques et notamment au niveau de la géopolitique asiatique de la guerre en Iran en cours. Donc, on est dans une guerre qui est en train de se poursuivre et les conséquences se mondialisent et une des conséquences évidentes, la plus évidente, c'est le report au niveau de la politique asiatique, c'est le report de la visite de Trump en Chine. Alors, de façon plus générale, est-ce qu'on peut identifier, comme on le fait parfois, une sorte de vainqueur ou de cette guerre? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, comme ça a été parfois dit, que la Chine est la grande gagnante de cette guerre, ou la Russie, ou alors même, ou peut-être même les États-Unis, et dans quelle mesure, ou Israël? Donc en fait, il y a vraiment toute une série de discours qui sont possibles par rapport à la fois aux conséquences et par rapport à savoir qui pourrait en profiter le plus. Alors, il y a vraiment quelque chose de très complexe à analyser. Alors tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que si on analyse toute une série d'événements, on pourrait penser qu'il y a comme une forme de stratégie au niveau des États-Unis, c'est-à-dire, et c'est lié à cette nouvelle forme de ce qu'on avait appelé Troisième Guerre mondiale la dernière fois, c'est-à-dire le fait que cette spécificité de cette Troisième Guerre mondiale, c'est que c'est une guerre qui est une guerre démondialisante, et ça, c'est absolument paradoxal. Ce qui fait qu'on peut aussi parler de Troisième Guerre mondiale, c'est qu'on a une forme d'habitude aujourd'hui à la guerre. Avant, donc les nouvelles sur la guerre, maintenant les flux d'informations sur la guerre se multiplient en continu. Donc il y a le live sur l'Ukraine, il y a le live sur l'Iran, etc. Et pendant ce temps et pendant ce temps il y a toujours au Pakistan, évidemment sans oublier tous les autres points du globe où le conflit des conflits sont en cours. Donc cette habituation aussi à la guerre, c'est-à-dire l'habituation au récit, on va dire aux informations continues sur des faits de guerre, c'est aussi quelque chose qui, par l'habituation que ça procure, fait qu'on est peut-être entré dans un nouveau cadre géopolitique. Donc ça c'est la deuxième chose. Et aussi, ce qu'il y a de spécifique dans cette forme de guerre, c'est que normalement, une guerre mondiale, c'est une guerre qui oppose deux grandes puissances l'une contre elle et qui oppose ces deux grandes puissances l'une contre elle à travers toute une série d'alliances. Et là, c'est en quoi aussi c'est une guerre de démondialité. Ces guerres ne sont moins des guerres qui opposent des grandes puissances entre elles à travers des alliances, que c'est plutôt des guerres qui mettent en évidence la fragilité des alliances. Donc ça, c'est pas donc des guerres qui sont déclenchées par un enclenchement des alliances. Donc fragilité des alliances, on le voit avec les États-Unis, qui ont du mal à penser leur rapport aux alliés, on sait que l'administration Trump a pendant longtemps, on va dire, critiqué les alliés, se moquer de ses alliés, en disant par exemple que la guerre en Afghanistan, il y avait personne qui avait véritablement participé, malgré le fait que un certain nombre de nations avaient envoyé des soldats, notamment la France, qui étaient morts dans cette guerre qui avait été appelée, pour laquelle les États-Unis avaient appelé leurs alliés à participer. Et donc, il est évident, de ce point de vue-là, que les alliés seront beaucoup plus réticents à participer à une guerre donc qui n'ont pas initié, sur lesquels ils n'ont pas été convoqués, et dont en plus ils subissent les répercussions. Donc ici il y a vraiment quelque chose qui est absolument incroyable, c'est-à-dire que les Trump critiquent les alliés de ne pas vouloir reprendre au conflit, notamment à travers la gestion du détroit de Hormuz en Iran, mais il n'a pas cessé de les houspiller, de les humilier, de les critiquer. Et donc, il est évident ici que ça manifeste une fragilité, en fait, de ces alliances. Donc, une guerre qui n'est pas une guerre entre grandes puissances à travers des alliances, mais une guerre, en fait, des puissances, une guerre, en fait,
plus qui est une manière pour les puissances d'éviter de se faire la guerre en essayant de s'en prendre à des tiers et tout en étant un peu dans l'incapacité de véritablement mettre en place des systèmes d'alliance et de créer un suivi de ces alliances. Okay. Et donc, si on voit cette stratégie de ce point de vue, donc il y a toute une série en fait de choses qui se passent qui font que ce que la Chine a essayé de mettre en place à travers un réseau extérieur à la Chine de puissances, de nations idéologiquement alignées, il est notable que ces régimes sont fragilisés ou alors sont détruits et que ça limite évidemment l'impact de la Chine sur dans sa capacité on va dire, à mettre en place sa géopolitique anti-occidentale, son front anti-occidental qu'elle vise à mettre en place avec la Russie. Donc ici on fait référence à quoi ? On fait référence à la chute de la Syrie de Assad, à la chute du Venezuela de Maduro, et à la mort donc de l'ayatollah de l'Iran, même si le régime est encore en place. Donc on a ici une sorte, on peut avoir ici une forme d'impression que les États-Unis cherchent à couper l'herbe de la Chine sous le pied à travers ces relais les plus importants, le Venezuela en Amérique latine, l'Iran au Proche-Moyen-Orient et évidemment et aussi la Syrie et donc l'allié et le seul allié important c'est la Russie, mais justement sur ce plan-là les États-Unis sont en fait extrêmement réticents à intervenir. Donc, si on se place dans cette perspective, on pourrait dire que évidemment le fait que les États-Unis mettent en place une attaque aussi frontale, aussi radicale, aussi intense et intensive contre l'Iran, c'est évidemment quelque chose qui, du point de vue de la Chine, du point de vue des relations extérieures de la Chine, est évidemment fortement impactant. Donc pourquoi ? Parce que il faut comprendre que l'Iran, en fait, c'est du point de vue chinois, un dispositif, une pièce essentielle de son dispositif, notamment des routes de la soie. Donc, depuis 2019, l'Iran est un partenaire des routes de la soie. Depuis 2021, l'Iran a rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est donc dirigée par la Chine. Depuis 2024, l'Iran est aussi membre des BRICS, là aussi sur invitation de la Chine et de la Russie. Donc, il est évident ici que l'Iran, c'est en fait un relais essentiel donc de cet ordre post-occidental qui est voulu par Pékin. Et aussi un autre point, c'est que ce que essayait de faire Pékin, on le sait, c'est d'essayer de rapprocher l'Iran des autres pays du Golfe. Or, évidemment, à partir du moment où dans cette guerre en cours, l'Iran attaque les autres pays du Golfe, cette volonté de la Chine d'être un intermédiaire de médiation entre l'Iran et notamment les Émirats, c'est quelque chose qui vole complètement en éclats. Autre chose aussi qui pourrait faire penser à une influence, on va dire, plutôt négative pour la Chine, c'est quelque chose qui est un peu plus technique, à savoir que quand il y a eu l'attaque surprise des forces américaines au Venezuela, et aussi maintenant cette attaque contre l'Iran, par deux fois, ce qui a été remis en cause, c'est aussi l'armement des pays en question. Or, cet armement, il vient de Chine et de Russie. Donc, ce qui a été ici, ce qui est sans doute l'aspect le plus négatif peut-être
pour Pékin, c'est que tout le système antimissile, tout le système de brouillage, tout le système de défense qui, dans ces pays au Venezuela et en Iran, a été mis en place notamment par la Chine, sans parler aussi de la Russie, a été complètement défaillant ou a été complètement déjoué par la puissance militaire américaine. Donc de ce point de vue-là, donc c'est une première partie, on verra ensuite que en fait, même si on peut dire que la Chine peut-être a perdu, en fait, les États-Unis sont peut-être en train de perdre autant. Donc peut-être qu'il n'y a pas, comme on a annoncé au départ, il n'y a pas véritablement de gagnants, mais il y a peut-être deux perdants à cette guerre, voire plus. Et donc tous ces systèmes tous ces systèmes de missiles, tous ces systèmes de défense ne semblent pas avoir permis à l'Iran de résister au départ, et donc ce qui a entraîné la mort très vite de ses principaux leaders. Donc il est possible que cela, on va dire, au niveau de la vente de matériel militaire chinois, que ce ne soit pas une très bonne publicité par rapport aux ambitions de la Chine dans ce domaine-là. Alors ça c'est du point de vue un peu négatif. On va revenir sur la semaine prochaine, de savoir si malgré tout, qu'est-ce que la Chine n'est pas aussi, pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre d'experts qui disent que la Chine est en train de sortir gagnant, et c'est quelque chose sur lequel on va revenir lors du prochain podcast. D'une certaine manière, d'un certain point de vue, le fait que l'Iran soit sous le feu d'Israël et des États-Unis montre que les États-Unis ne font pas de quartier à la Chine par rapport à ses partenaires. Est-ce que la Chine a identifié comme ses partenaires stratégiques, donc mis à part la Russie et la Corée du Nord, et ça c'est quelque chose qui est évidemment important et qui d'une certaine manière démontre la puissance militaire américaine, et qui de ce point de vue-là pourrait aussi faire réfléchir la Chine sur sa capacité à, on va dire, mener de front une implication des États-Unis dans une attaque possible de la Chine contre Taïwan, si les États-Unis devaient intervenir dans l'état des forces actuelles. Il y a ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe en Iran, peut-être pourrait conduire à une certaine réflexion. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.